La parole est donnée en premier à Thierry Dubois, conservateur à la Bibliothèque de Genève, en charge des imprimés anciens, commissaire de l'exposition qui a été montée ici sur Töpffer. Ses recherches personnelles portent sur l'histoire des bibliothèques, c'est presque naturel, on pourrait dire. Leur rapport surtout à la constitution des catalogues, aux manières d'indexer et de classer l'information. Il étudie les transferts des savoirs au XVIIIe siècle à travers les sociétés économiques d'Yverdon, de Berne, ou la fondation même des bibliothèques publiques dans ces lieux, notamment Yverdon ou Morges, ont fait l'objet de ses recherches. Alors je lui cède la parole et je le remercie. Merci. Mon propos est de vous présenter brièvement les fonds d'archives et d'œuvres de Rodolphe Töpffer qui sont conservés dans les institutions publiques genevoises. Ces fonds de manuscrits et d'imprimés dessinent un continent immense où se reflète toute la richesse et la diversité de la production d'un auteur prolifique et protéiforme. Pièces de théâtre, nouvelles, romans, histoires en estampes, essais, articles de presse, notes, ébauches, lettres, dessins, etc. Ces fonds sont issus pour l'essentiel de 3 sources qui ont fait entrer petit à petit dans les collections de la ville de Genève dans la première moitié du XXe siècle. D'abord les archives personnelles de Rodolphe Töpffer, ensuite la plus grande part de sa correspondance, enfin des exemplaires de choix de toutes les premières éditions de ses œuvres. Premièrement, en 1910, sa fille aînée, Adèle Töpffer, dernière du nom, morte sans alliance, lègue à la ville de Genève les œuvres d'art et l'ensemble des archives de sa famille. La gestion et la conservation de ce legs sont répartis entre le musée d'art et d'histoire, justement inauguré cette année-là, et la bibliothèque de Genève, selon la nature des objets et documents et conformément aux missions respectives des 2 institutions. Le musée d'art et d'histoire accueille le patrimoine artistique de la famille Töpffer et la bibliothèque de Genève, les archives littéraires de l'écrivain. À cette occasion, le musée fait entrer dans ses collections des œuvres de 3 générations de Töpffer. Rodolphe lui-même, son père Wolfgang Adam, peintre et caricaturiste de renom, et son fils Charles, sculpteur. De Rodolphe Töpffer, une 50aine d'albums, dont les manuscrits des histoires en estampes, les carnets de notes et la mise au net de la moitié des 26 voyages en zigzag, ainsi que près de 250 dessins destinés à en illustrer les éditions. Outre le portrait peint par Jean-Léonard Lugardon qui est accroché à l'entrée de cette salle, la bibliothèque de Genève reçoit pour sa part un vaste archipel de manuscrits autographes, de brouillons, de plans, de projets, de fragments, de variantes, de tirés à part, d'épreuves ou d'éditions portant des corrections autographes. Ce matériau réunit 9 comédies au titre assez croquignolais, que ce soit Monsieur de la Croque-Molle ou Monsieur Briolet, les nouvelles, les romans, 1/3 des récits de voyage, les essais, des articles de presse, divers opuscules, les archives du maître du pensionnat qu'il tint pendant 22 ans et les cours et notes d'enseignement du professeur de rhétorique et de belles-lettres qu'il fut à l'Académie pendant 15 ans. On ne peut que s'étourdir à la lecture de cet inventaire à la Prévert qui témoigne de la fécondité et de la multiplicité de l'activité artistique et littéraire de Töpffer, qui, vivant la plume à la main, écrit et dessine dès qu'il en a le loisir. C'est à se le demander s'il n'écrit pas d'une main pendant qu'il dessine de l'autre. Deuxième des 3 sources d'enrichissement des fonds töpfériens. En 1936, un petit-neveu de Töpffer, le baron Karl Frédéric de Geer, vend à la bibliothèque de Genève une collection de plus de 1000 lettres de famille, dont quelques 700 de ou à l'auteur de M. Jabot. L'acquisition de pièces isolées au gré des ventes aux enchères, des ondes et des laits, tout au long du XXe siècle, est venue compléter cet ensemble. Le reste de la correspondance est dans d'autres institutions publiques ou en main privée, mais on peut dire que la bibliothèque de Genève conserve l'essentiel des quelques 1500 lettres connues de la correspondance active et passive de Töpffer, éditée au début des années 2000 par feu Jacques Drouin. Cette correspondance est une source féconde de renseignements sur le caractère de Töpffer, ses ambitions, ses relations, la genèse de ses œuvres et ses stratégies éditoriales. Au milieu du XXe siècle,
un lait remarquable est venu compléter ces deux fonds d'archives par un afflux nourri d'imprimés de premier ordre à la Bibliothèque de Genève. C'est la troisième et dernière source d'enrichissement des fonds que l'on doit à un bibliophile d'origine vendéenne qui a passé les 25 dernières années de sa vie à Lausanne. En 1950, le comte Alain de Suzannet lègue à la Bibliothèque de Genève l'ensemble de sa collection töpférienne. Il en a publié lui-même le catalogue, qui comprend quelques 300 éditions d'œuvres de Töpfer, des premières aux plus récentes, outre les manuscrits de plusieurs voyages, des lettres autographes, plusieurs centaines de dessins et d'autres œuvres sur papier. Dans son rêve d'exhaustivité, le comte de Suzannet réunit jusqu'à 4 exemplaires de l'édition originale d'un même titre que distinguent avant tout des particularités de provenance. Il traque les exemplaires frappés aux initiales de l'auteur ou de sa femme Anne-Françoise Moulinier, surnommée Kitty, ou qui portent un envoi autographe de l'auteur à ses proches, voire à ceux qu'il appelle ses parrains, les écrivains Xavier de Maistre et Sainte-Beuve, qui le chaperonneront au moment où il voudra faire son entrée dans le monde de l'édition française. Depuis ces 3 grandes vagues d'acquisition, des dons et des achats ponctuels ont permis à la ville de Genève de compléter ses fonds de manuscrits, de dessins et d'imprimés de Rodolphe Töpfer. Pour les seuls imprimés, le catalogue informatisé de la bibliothèque compte plus de 600 documents sous ce nom. Quant au cabinet d'art graphique, il possède désormais plus de 500 dessins de notre auteur. Certes, on trouve des lettres et des dessins dans d'autres institutions publiques, en Suisse ou ailleurs, et chez des particuliers, mais l'essentiel du patrimoine töpferien est bien la propriété de la ville de Genève. J'aimerais maintenant m'arrêter sur quelques pièces que vous pouvez admirer dans l'exposition ou à l'écran, tout en brossant à grands traits leur destin éditorial. L'histoire de la genèse et de la publication des œuvres de Töpfer est complexe. Par bonheur, les fonds de la bibliothèque et du cabinet d'art graphique abritent des témoins des différentes étapes qui jalonnent la vie des albums d'histoire en estampes, des voyages en zigzag ou des nouvelles. Différentes versions, différents états, différentes techniques, différentes éditions. Commençons par les histoires en estampes, ancêtres à la mode de Bretagne ou non de la bande dessinée. Elles existent d'abord sous forme manuscrite, dessinées à la plume dans des albums qui circulent dans le cercle étroit des proches, des familiers et des élèves de Töpfer. Ensuite, l'auteur s'approprie la technique de l'autographie, née au même moment que lui, pour élargir leur diffusion. Le tirage se limite alors à quelques centaines d'exemplaires. Mais comme Elvire, entre les mains des morts qui désirent en tirer rançon dans l'histoire de M. Cryptogame, les premiers albums ne tardent pas à tomber aux mains des pirates, avant d'être traduits dans d'autres langues. En 1839 déjà, Gabriel Aubert, éditeur parisien de caricature et de lithographie, publie une contrefaçon des 3 albums de Töpfer qui ont paru jusqu'alors. En l'espèce, des artistes parisiens autographient une copie de l'édition originale. Töpfer dira de ses dessins qu'ils sont tristement fidèles et scrupuleusement alourdis. À la lecture de sa correspondance, on saisit que ce n'est pas tant le pillage qui l'afflige que le fait que l'on dénature son œuvre par une imitation trop servile, qui perd la spontanéité, la désinvolture, la vigueur, la liberté et l'expressivité de son trait. Hormis l'histoire d'Albert, les histoires en estampes sont dessinées entre 1827 et 1831, mais le plus souvent des années séparent leur publication, sous le voile de l'anonyme, de leur exécution. Pour compliquer les choses, l'ordre de parution ne suit pas l'ordre de création. Ainsi, l'histoire de M. Cryptogame ne sera mise en vente que 15 ans après avoir jailli de la plume de son auteur. Nous en connaissons 5 versions différentes. 2 versions manuscrites, une autographie partielle, sa parution d'abord en feuilleton dans la presse, puis sous forme d'album. En 1830, Töpfer dessine à la plume une première version inachevée de cette histoire
qu'il redessine en 1844 en modifiant à la fois les personnages et l'intrigue. Il en autographie une poignée de planches dans la foulée. Il ne subsiste qu'un exemplaire de cet embryon d'autographie qu'il abandonne à la fois en raison de son état de santé déclinant et parce qu'il a trouvé moyen de toucher un plus large public. La presse, où l'autographie, pour des raisons techniques, n'a pas sa place. Töpfer confie l'illustration de son histoire à un jeune dessinateur et caricaturiste parisien, Cham, de son vrai nom Charles Amédée de Noé. Âgé de 25 ans en 1844, Cham est l'un des imitateurs précoces des histoires en estampes de Töpfer. À cette date, il a publié 5 albums humoristiques chez Aubert, l'éditeur parisien qui avait piraté les 3 premiers albums de Töpfer. Cham raconte, entre autres, les aventures de M. Lamélas ou de M. Lajonis, sans rivaliser de talent ni de verve avec le modèle genevois dont il s'inspire. M. Cryptogame paraît en feuilleton dans l'Illustration, périodique fondé à Paris en 1843 par le cousin de Töpfer, l'éditeur Jacques-Julien Dubochet. La parution s'échelonne sur 11 semaines entre janvier et avril 1844. C'est la première BD feuilletonesque qui paraît dans le premier magazine français d'actualité à large audience qui soit entièrement illustré. Dans chaque livraison de l'Illustration, M. Cryptogame occupe une double page sur laquelle 3 bandes se superposent, disposition qui casse la dynamique originelle du récit. Autre dessinateur, autre technique, autre style, autre format, autre lectorat, autre diffusion. De toute évidence, on n'a pas affaire au même objet. On passe de l'autographie à la xylographie et à la typographie, et d'une production artisanale à une production industrielle. En effet, l'Illustration tire à 15 000 exemplaires. À l'origine confidentielle, la diffusion touche désormais le public bourgeois de la presse d'actualité. Enfin, sur l'insistance de Töpfer, l'histoire paraît également en album, toujours chez le cousin Dubochet, mais en 1846 seulement, à titre posthume. Les 5 versions de M. Cryptogame se trouvent dans les collections de la ville de Genève. L'album, partiellement autographié par Töpfer, coudoie dans une vitrine ici, celui entièrement dessiné par Cham. Autre exemple, les voyages en zigzag. En l'espace de 18 ans, entre 1825 et 1842, Töpfer entreprend 26 excursions sur les différents versants des Alpes avec sa femme, ses collaborateurs et les élèves de son pensionnat. Comme ses histoires en estampes, le récit qu'il fait de ses voyages circule d'abord dans un cercle restreint sous la forme d'albums manuscrits illustrés de dessins à la plume. Les 12 premiers resteront inédits de son vivant, mais les 14 autres paraissent séparément, dans l'ordre et sans délai, sous une forme autographique, texte et illustration de la main de l'auteur pour élargir leur diffusion. Pour multiplier encore son lectorat, Töpfer recourt de nouveau au service de son cousin, l'éditeur Dubochet, qui procure une édition collective de 6 de ses récits de voyage sous le titre de Voyage en zigzag, à Paris en 1844. L'autographie ne faisant pas bon ménage avec la typographie, Töpfer redessine toutes les illustrations qui sont ensuite gravées sur bois de boue. Outre les nombreuses éditions des Voyages en zigzag, la ville de Genève conserve plusieurs centaines de ses dessins originaux exécutés entre 1842 et 1843. Pour 3 de ces voyages en zigzag, la bibliothèque possède un exemplaire d'auteur de l'édition originale. Mais sur ces exemplaires imprimés, Töpfer a repris son texte de fond en comble en prévision d'une seconde édition. Il l'a réécrit entre les lignes qu'il a biffées, dans les marges ou sur d'innombrables feuillets collés par-dessus le texte original et repliés. Ces feuillets palimpsestes sont en quelque sorte les grands frères des fameuses paperoles de Proust. En l'occurrence,
on voit vraiment l'auteur à l'œuvre, refondant ses récits dans sa forge. C'est à titre posthume que la seconde édition voit le jour à Paris en 1854 sous le titre de « Nouveau voyage en zigzag », de format in quarto, précédé d'une notice rédigée par Sainte-Beuve. Cette édition n'est pas autographique mais typographique. Comme M. Cryptogame, elle est illustrée de bois gravés d'après des dessins que Töpfer a exécutés pour l'occasion vers la fin de sa vie. À nouveau, autre contexte, autre format, autre technique, autres intervenants, autre style, autre tirage, autre public. Une fois encore, les fonds publics genevois documentent en détail et à foison les avatars de ses œuvres. Les romans et nouvelles, enfin. Il arrivait à Töpfer de faire don à tel ou tel de ses familiers d'un exemplaire de ces œuvres-là, enrichi de dessins originaux, exécutés dans les intervalles du texte imprimé. C'est ainsi qu'un exemplaire de l'édition originale de la bibliothèque de mon oncle, qui date de 1832, dédicacé par Töpfer à sa femme Kitty, est orné de 35 dessins originaux à la plume. En tête des chapitres, entre les blocs typographiques, ces dessins reproduisent des scénettes souvent cocasses, d'une taille minuscule et d'une délicatesse extrême. Töpfer y montre toute sa virtuosité à croquer d'un trait réduit à l'essentiel, le grotesque de ses semblables et le burlesque du monde animal. En 1833, s'essayant à raconter la même histoire dans deux langages différents, il reprend sous une forme romanesque son deuxième album, le Docteur Festus, dessiné 4 ans plus tôt. Le roman est tiré à 400 exemplaires, mais sur les conseils de son entourage, Töpfer renonce à le mettre en circulation pour protéger sa réputation de professeur fraîchement nommé à l'Académie. En 1840, il publie simultanément une autographie de l'Histoire en estampes et les exemplaires du roman qu'il avait gardés, respectivement 11 ans après avoir dessiné l'une et 7 ans après avoir écrit l'autre. La Bibliothèque de Genève conserve un exemplaire unique de cette seconde édition du roman. Unique par la présence d'une suite de 15 dessins autographiés qui constituent le premier projet de Töpfer pour l'illustration de son livre. Je signale au passage qu'on trouve dans les collections de la Fondation Martin Bodmer à Colonie un autre exemplaire unique de la même édition qui est enrichi de 106 dessins exécutés à la plume dans les blancs du texte. Il a été reproduit en fac-similé avec un essai de Philippe Quesnel en 1996. Quant aux 12 nouvelles, elles ont d'abord paru séparément entre 1832 et 1837 sans illustration. Entre 1840 et 1841 paraissent successivement 2 éditions collectives, toujours sans illustration. Mais le succès est immédiat et ne se dément pas pendant 40 ans, qui voient se succéder les rééditions. En 1845, juste après avoir procuré le premier recueil des Voyages en zigzag, le cousin de Töpfer, toujours lui, lance sur le marché encore une autre édition collective des nouvelles. C'est pour cette édition-là, la première qui soit illustrée, elle aussi de bois gravé, qu'à la fin de sa vie, Töpfer exécute à la plume, comme il l'avait fait pour le récit de ses excursions, quelques 660 dessins, dont le tiers est conservé ici. Pour conclure, tous les titres que j'ai évoqués devant vous, dans leurs différentes versions, éditions, traductions, sont présents dans les collections de la ville de Genève. Je n'ai fait qu'effleurer quelques exemples parmi tant d'autres que dévoiler quelques fleurons d'une couronne bien fournie. Je vous remercie.